Chant de la première mer. Chapitre 1. Là-bas, à Alger, les Dey sont de pauvres étrangers. Hassan Pacha est sarde, son successeur Jaffer est hongrois, celui qui succède à ce dernier est vénitien. Mami Arnaud est albanais, Mami Pacha est corse. Son véritable nom est Filippo de Pino, ami des condottières italiens. Youssef Pacha est le fils d'un renégat génois. Shahaban est portugais. Mezzomorto est né chrétien, originaire de Majorque, etc. Tout se joue avec les rois de France, d'Espagne et d'Angleterre. Certains se sauvent en Kabylie, quand leur combine tourne mal, et d'autres à Tripoli, lorsque leur démesure agace les États européens. Mais leurs apanages de terre sont labourés par des Arabes ou des Kabyles. Le Dey Mahomet Trik trouve refuge à Tripoli. Ibrahim Dey se cache à Souche. Le Dey Mezzomorto prend la fuite avec 30 complices. Quand leur Dupri arrive à soudoyer quelques notables, ils ne peuvent s'empêcher d'améliorer les techniques de la perfidie et de diviser les peuples au nom d'un islam avec lequel ils n'ont aucun lien d'origine, sauf si leurs intrigues sont dénoncées. Baba Hassan recommanda expressément de respecter le pavillon de la France, leur faisant sentir que de l'amitié de cette puissance dépendait la prospérité et l'avenir de l'Objak. En 1683, il se retira à la Casbah, d'où il déclara qu'il ne voulait plus du pouvoir. On lui accorda un bâtiment pour le conduire à Tripoli, lui fit remettre 4000 piastres. Ahmed Ben Chouker voulut intriguer pour faire rompre la paix entre Alger et Tunis. Le Dey lui fit donner 300 coups de bâton et jeter tout nu hors de la ville. En 1718, au port d'Alger, des hommes pleurent le départ du consul. Bekir Raïs, amiral, s'adresse à l'ogier de Tassy et lui dit « L'ambassadeur de France a tort de manquer de considération à notre grand ami. Je ne saisis pas cette méprise, alors que tous ici à Alger l'estiment beaucoup. Chez les peuples les plus civilisés, la jalousie existe. L'affection profonde que vous portez au consul de France restera dans les mémoires, dit l'ogier de Tassy. Que Dieu vous entende, répondit Bekir, car vous savez tout aussi bien que moi que votre gouvernement a pour fondement le mensonge et la haine de l'étranger. Je suivrai votre conseil. J'écrirai un livre sur votre pays pour noyer dans l'oubli toutes ces fausses idées que l'on a sur vous. Oh, ce sera difficile. N'exigez pas d'un médecin d'extraire l'âme d'un corps, affirme Raïs. Vos États inquiètent nos monarchies, alors elles entretiennent la peur pour éviter une heureuse rencontre comme la nôtre. Nos industries vont commencer à prendre de la puissance et vous deviendrez nos esclaves. Le dédain pour votre peuple est une invention pour détourner le regard sur ce qui se prépare. Ils viendront de toute l'Europe pour grignoter vos charmantes propriétés, sans se soucier de la couleur de votre peau ni de votre histoire, conclut Tassy. Pas de mon vivant. Adieu, ami. Adieu. Les étoiles brillaient, et la brise du soir était douce. Je suis né là où vivent des oliviers millénaires, isolés dans les montagnes de Kabylie. Par mes chants, je propage la paix en contant l'histoire. Mon prénom est Edert, il signifie la vie. Je suis ton aïeul. Je suis une femme d'un village appelé Aït-Wartilan. Je tisse mes propres vêtements, fabrique des poteries et conserve l'huile dans des silos. Le lait, je le transforme en beurre et en fromage. Je ramasse le bois pour cuisiner et pour réchauffer mon logis. Nous possédons, non loin de notre village, l'art de graver les pièces de monnaie du monde entier. On les conçoit avec une dextérité qui ferait pâlir tous les banquiers d'Europe
et on confectionne des ceintures d'or et d'argent que nous mettons autour de nos tailles ou sur nos fronts. Mes parures ressemblent aux bijoux antiques. J'aime les porter les jours de fête. Mon visage et mes cheveux ne portent aucun voile. Jadis, nous avons inscrit dans nos chairs la devise des femmes libres, qui est plus précieuse que l'or ou des diamants. La mort a tout acte de propriété du corps des femmes. Je me baigne dans les eaux sulfatées, et les nuits d'été nous chassons les lions pour dompter nos peurs. Comme les habitants de l'intérieur sont un peuple pasteur dont les troupeaux sont la principale richesse, et que le caractère physique du pays où abondent les pâturages donne les moyens de nourrir les bestiaux, on y trouve en grand nombre toute espèce d'animaux. Les animaux féroces sont le lion, la panthère, le léopard, l'hyène, le chat sauvage et le terrible chacal. Nous travaillons durement, mais les hommes aussi, en partant dans les plaines comme colporteurs pour vendre nos produits ou pour s'engager comme corsaires, marchent 1300 mètres de dénivelé dans des forêts claires non balisées, en traversant des sentes de chèvres et de rivières. Quand nous les voyons partir sur des vallées profondément encaissées et des versants abrupts, sous le brouillard, nous acceptons le sort de les oublier. Où qu'ils aillent, la route du retour est une voie de glacier écrasée par un froid vigoureux ou un soleil assommant. Nous ne vivons pas dans la tente de l'émigrant Ulysse. Nous avons notre propre Odyssée, qui est de vivre le plus harmonieusement possible avec de rudes climats changeants. Après la fonte des neiges, au mois de mai, nous resterons les abris des bergers dans les prairies. L'herbe est fine comme nos cheveux. Cette tapisserie soyeuse est un régal, une lingerie délicate que nos corps enfilent sous le soleil. Verte et si pure, elle est ce qu'il y a de plus sacré. L'homme a tout conquis dans nos contrées, le cœur de la forêt, le cœur des fleurs et celui des animaux. Le faucon fauve dresse des spirales ailées au-dessus de nous sous l'horizon du torrent impérieux. L'homme a tout appris sous nos berges abruptes et nos fleuves encaissés. L'homme a tout compris en transformant nos montagnes sauvages en vergers et en champs de blé, où les roliers bleus sur les pampres d'asphodèles se plaisent à les narguer en déployant leurs ramures merveilleuses. Des jardins saignent les rivières, et les contreforts accueillent des pelouses de frênes et de figuiers. Ici, la culture domestique les plus redoutables vautours. On rencontre toute variété de fleurs, des plus claires aux plus sombres, qui entourent nos jardins. La rumeur des peuples est plus forte que celle des gouvernements. Ici s'achève la vie des expatriés. Le messager du vent reste leur allié. L'homme a tout compris et tout conquis dans nos montagnes. Il y naît rassasié d'intrigues et de compromissions. Dans sa lassitude des conflits, c'est sur nos charpentes recouvertes de gorges cristallines qu'il construit sa maison. Ces montagnes sont abondantes en grains, fruits et bestiaux. Il y a de belles vallées, de charmants coteaux, d'agréables prairies, ou d'abondantes sources de très bonne eau. C'est là où se réfugient avec leur argent les dais d'Alger lorsqu'ils craignent la mort ou qu'ils veulent abandonner le pesant fardeau du gouvernement. Ils y passent tranquillement le reste de leurs jours dans la tranquillité et l'abondance. Nos montagnes sont un doux sanctuaire pour libres aventuriers. La nouveauté devrait nous émerveiller, mais quand elle fait apparaître la pauvreté, elle crée révolte et fureur. Elle sonne en nous telle une réponse puissante et définitive. Car ici, les crêtes couronnées par des entrailles vertigineuses forment un seul et même rempart. Ici, les joncs persistent, les fruits abondent, et la nature est aussi luxuriante que dans les plaines fructueuses de la Mitidja. Et les femmes sont libres. L'homme a tout compris près du cri strident de la citelle et de la panthère
avide des sangliers. L'homme a tout appris au cœur de nos asiles paisibles et inaccessibles. Entre les montagnes des Beni Abbès, à 4 lieues au sud-est des Oualeb Mansour, passe un défilé très étroit, qui pendant l'espace d'environ 400 toises est bordé de côté et d'autre de rochers très escarpés. À chaque angle, qui originairement traversait la route et séparait chaque vallée, est coupé en forme de porte de la largeur de 6 à 7 pieds. C'est aussi le nom que leur donnent les Arabes, qui les appellent Biban, les Turcs les nomment Damer Kapi ou porte de fer. Ce défilé imprime une certaine terreur et il serait aisé à une poignée d'hommes d'y arrêter une armée entière. Les Beni Ouartelan occupent aussi une montagne au nord de Saltour, d'achécras considérable de Beni Abbès. Ebn Strat montait un cheval à robe noire que lui avait offert un consul anglais à Alger. Il cheminait vers l'Égypte. Cherchait-il à retracer l'itinéraire des pharaons? C'était un savant indigent en mots, et, pour motif d'ignorance, il baragouinait un arabe à peine compréhensible. Le 20 septembre 1735, Ebn Strat descendit de cheval et vint s'asseoir auprès des sages. La lune était pleine. « Quelle langue parlez-vous » ? « Oh, mon ami, dit un des sages, la plus vieille du monde. Êtes-vous musulman ? Nous sommes riches en culture religieuse. Les religions passent, seule la sagesse des anciens persiste. Il y a tant d'écoles, tant d'étoiles, tant d'écoles, et pas de prison. Vos rebelles attaquent les Turcs. Savez-vous ce que c'est qu'un rebelle ? Un homme sans raison qui attaque les lois, répond Ebn Strat. Je ne vous parle pas, ami, du rebelle sans foi qui viole et pille pour satisfaire sa vanité, mais du rebelle créateur, paré d'énergie de résistance libératrice, aussi puissante que celle d'un dieu. Nous ne sommes rebelles et rusés qu'aux impôts étrangers, et nos belles rébellions détruisent uniquement les systèmes de société qui ne savent créer que des prisons. Le monde des tyrans ne vit que de rapines. En Europe ou ailleurs, il y a la famine et le malheur. Ici, nous avons des écoles, des artisans industrieux et habiles, des silos et des jarres remplis d'huile et de farine, et non loin de là, à Constantine, des champs de roses que vous ne trouverez que dans les contrées de Perse ou d'Inde. Grand Messuer, pourquoi lui parlez-vous dans sa langue ? Il ne comprend pas le berbère, répond le sage. Il ne comprend pas une langue parlée dans toute l'Afrique du Nord ? C'est bien étrange pour un homme qui se prétend savant. Demandez-lui d'où il vient. Quel est le pays qui cultive des savants si peu instruits ? Ami, d'où venez-vous ? De Pologne. Je m'appelle Ebn Strat et je suis historiographe. C'est mon roi qui m'envoie. Dans nos montagnes, même si vous êtes savant, ni roi, ni prophète et ni Dieu ne peuvent prendre la parole sans la demander aux femmes et aux hommes du village. Nous avons notre diète et notre bulle d'or paysanne qui consiste à donner le pouvoir à tous les humains. Il prend des notes sur ce que nous disons, sur tout ce que nous faisons. Qu'écrivez-vous sur votre carnet ? Demande le Messuer au jeune Ebn Strat. Ebn Strat lit à haute voix un extrait de son ouvrage. Nous atteignîmes la montagne et en escaladâmes une partie avec beaucoup de difficulté et non sans appréhension des Kabyles qui l'habitent. Jusqu'à présent, ils ont défendu leur liberté sans payer de tribut à l'État. Les bornes de la barbarie sont au nord de la Méditerranée, à l'ouest le royaume de Fès, à l'est celui de Tunis, et au sud le mont Atlas, dont on voit les sommets couverts de neige. Cette contrée fut nommée Mauritanie césarienne par Juba II en l'honneur d'Auguste. Ce prince se rendit tellement cher à Auguste par ses vertus que cet empereur lui rendit ses états, le maria avec Cléopâtre, fille de la fameuse reine d'Égypte.
Aucune culture civilisée digne de ce nom ne peut exister sans religion et sans impôt, reprend Ebn Stratt. Le sage Messuer répondit alors: 100 fois nous avons vu des peuples s'entretuer. 100 fois du haut de nos montagnes nous avons vu les plaines inondées de sang. La liberté, c'est pouvoir rester en retrait de tout événement tragique, c'est n'être ni victime, ni acteur, ni auteur d'actes violents. Nous avons, il y a très longtemps, été un peuple de guerriers. Les combats se sont éteints. Une cause a conduit à cet heureux état. Quand une petite armée d'hommes décide de faire la guerre, nous égorgeons des animaux en leur honneur. Leur haine et leur vengeance se dissipent alors. Nous avons substitué aux guerres anciennes l'usage du don. Et autour du banquet organisé aux vainqueurs, nous cuisinons des mets délicieux, et les femmes d'une beauté sans égale les charment en contant notre histoire. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas de religion. Avez-vous des liens avec les Turcs? Il y en a certains ici qui passent des retraites tranquilles. Si les janissaires les trouvent, ils les tuent. Mais aucune armée turque n'est encore entrée ici. Nous commerçons avec eux en gardant une bonne distance. Si tu es passé à Constantine ou à Annaba, tu as dû apercevoir nos fondouks. Qu'est-ce que c'est un fondouk? C'est un établissement hôtelier et commercial. Celui des Beni Abbès est très important. Je n'ai jamais vu tant d'écoles, et nulle part ailleurs dans l'Atlas tu ne verras de prison. Ebn Stratt est parti vers l'Abyssinie, et nous ne le revîmes plus jamais. Mais dis-moi, mère, y a-t-il eu d'autres visiteurs? N'écoute pas les historiens du monde qui ont projeté leurs fantasmes sur des sages. Nous découvrant aux yeux d'eux-mêmes pour la première fois, ils ont prétendu que personne n'avait gravi nos montagnes. Nos hommes, les premiers, sont pour nous des étrangers. Ils voyagent dans le monde entier, s'adaptent aux usages qu'ils rencontrent. Leur déception du monde nous les ramène après 6 générations. En 1724, un médecin nommé Péçonnel emprunta la marche escarpée des montagnes. Son roi l'avait envoyé pour les mêmes raisons que celui de Ebn Stratt. Jeter un œil furtif sous nos vastes influents de chêne-liège était pour ce botaniste de métier une aventure spectaculaire. La nature des fleurs du corail était l'objet de l'étude de son maître. Péçonnel recueillit les plantes marines pierreuses, des herbiers et des branches de corail. Il arriva le 19 mai 1724 sur nos côtes pour y vivre durant 2 années entières. Les impressionnantes caravanes des Maghrébins venus de Fès, du Fezzan avec son or, de la Mecque avec ses mousselines fines et son café, et nos fameux bournous et nos huiles affrétaient chaque année plus de 100 bâtiments français rien qu'au port de Tunis. Le bey de Tunis commerce même avec des prostituées. Dans la ville de Tunis, un lieutenant de police qu'on appelle Mizoar tient une liste de femmes de joie qui payent un tribut proportionné à leur beauté et à leur âge. Seuls les Kabyles échappent aux raquettes de ce bey prédateur et du dey même d'Alger. Ces troupes, les Turcs, si redoutables dans tout le royaume, sont obligés de baisser les étendards et leurs armes en passant par un détroit fâcheux appelé la Porte de Fer, entre les montagnes escarpées. La nation dite Beni Abeid, qui habite ces montagnes, les force à cette soumission. Réfugiés dans les montagnes, ils craignent fort peu les Turcs. Ils parlent une langue que les Arabes, les Turcs et les chrétiens ne peuvent entendre. J'ai appris, bien qu'ils soient mahométans en apparence, ils n'ont aucune religion. Un géographe, avant de rejoindre l'Abyssinie et de descendre le Nil, désirait connaître notre région. Les Turcs, qui l'accompagnaient, tentèrent de le dissuader, mais l'attraction fut si vive qu'il recueillit le témoignage du vieux Messuer de notre République. Mère m'apporta un autre livre enveloppé sous une peau de lion, ce qu'il écrivit: « Je vis en cet endroit, à mon grand étonnement, une tribu d'Africains qui, si je ne puis pas dire qu'ils étaient beaux comme des Anglais,
avaient du moins le teint plus clair que les habitants du Midi de la Grande-Bretagne. Ils avaient aussi les cheveux roux et les yeux bleus. Indépendants et même sauvages, ils ne se laissent approcher ni aisément ni sans danger. Cependant, je fus assez heureux à cet égard. Les détails sur la manière dont je m'y pris seraient trop longs à raconter ici. Il me suffit d'en dire que j'en fus bien reçu et qu'ils me laissèrent libre de faire tout ce qui me plairait. Cette tribu porte le nom de Néardis. Les gens qui en sont portent chacun, entre les deux yeux, une croix grecque qu'ils se font avec de l'antimoine. Ils s'appellent Kabyles. J'imagine que ce peuple est un reste des Vandales. Procope parle d'une armée de cette nation vaincue en cet endroit après une résistance opiniâtre. Ils m'avouèrent avec un grand plaisir que leur ancêtre était chrétien, et ils semblaient bien plus satisfaits de cette origine que d'aucuns avec les morts, à qui ils font une guerre continuelle. Ils ne paient point de tribut au bey, et ils vivent avec lui dans une sans cesse méfiance. Comment s'appelait cet homme ? James Bruce était maigre comme une tige de cyste avec une chevelure égale à un genêt blanc. Assoiffé, il se précipita près du puits. Un tissu blanc pressait tellement son cou qu'on aurait dit un coq étranglé. « L'eau est sacrée dans nos montagnes. Que venez-vous faire là ?» On m'a parlé d'un peuple obscur. Mais j'étais loin d'imaginer des hommes semblables à mon pays, parlant une langue inconnue. Et pardonnez si j'ai bu l'eau de ce puits sans demander votre permission, mais les dénivelés sont si rudes. C'est sans doute Ebn Stratt qui vous a parlé d'un peuple obscur. Il y a quelques Marseillais établis à leur compte, ils sont assez discrets, mais ces pauvres hommes sont français. Pourquoi les plaignez-vous d'être français ? Répondit Bruce. Quand on n'a aucun gouvernement pour nous protéger, on est un pauvre gredin qui passe sa vie à chercher refuge quelque part. Et vous, quel est votre prénom ? James. James Bruce. Nous sommes aguerris au conflit armé, monsieur Bruce. Pour défendre notre liberté, nous envoyons des diplomates en Europe. Tenez, buvez encore un peu d'eau. C'est une eau bénéfique pour la circulation du sang. Depuis longtemps, ma forteresse rocailleuse est une terre de paix où même les fils d'Européens, de Turcs et d'Arabes trouvent abri. Rognés par leur père, nous avons aidé les enfants de Turcs à reconquérir leurs droits parce que nous ne supportons pas l'injustice. Tenez, en 1629, chassés par les janissaires turcs, expulsés de la régence d'Alger, la plupart des Kouloulis, fils de pères turcs et de mères arabes, prirent le chemin de la Kabylie. La guerre dura 15 ans. Une alliance de fait kabyle-koulouli s'établit. En 1639, un traité fut passé entre les Kabyles et le Divan, accordant par une clause spéciale l'amnistie des Kouloulis. En 1693, on les rétablit dans leurs droits. Nous n'avons plus besoin de créer d'alliance sous le commandement d'un chef puissant de craindre d'être piégé par des tyrans. Nous avons la franchise qui bien souvent est source de conflits, mais elle règle bien des malheurs. Nous préférons la vexation à la terreur. Ceux qui ne sont pas capables de clarté partent, s'exilent ailleurs, tout en bas, dans les plaines, au pays de l'oppression et de la soumission. Qui vous a parlé d'un peuple obscur ? Le Messoir riait, les femmes et les hommes du village se mirent à rire aussi parce qu'en plus d'ignorer notre culture sous la chaleur, il était emmailloté dans un costume très serré. Un jour, sortant de la rivière, Ebn Stratt grimpa sur un cèdre et tomba. La jambe blessée, il a dormi toute la nuit nu auprès de la lune blanche qui ressemblait à une gigantesque luciole. Connaissez-vous cet historiographe envoyé par le roi des Polonais ? J'en ai entendu parler. Mais rappelez-vous de mon nom aussi, car je vais parler de ton peuple à nos savants. Évitez cela. Votre peuple a l'esprit querelleur. Adieu, monsieur Bruce. Adieu, et oubliez-nous. Adieu, mais je ne vous oublierai pas.